On pourrait dire que mon invité est le parfait éclaireur des enjeux d'innovation pour les entreprises et le rôle de la recherche publique, puisqu'il accompagne et accélère cette collaboration publique-privée dans de nombreux projets de recherche structurants pour la France. Bonjour Alexandre Bounou. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le président des Instituts Carnot, directeur du CEA LIST, donc l'Institut de recherche technologique dédié au système numérique intelligent au sein du CEA. On va dire quand même quelques mots du réseau des Carnot. Donc c'est une association qui travaille sur la recherche partenariale, donc publique, privée, dans le but justement de faire émerger cette recherche et développement de manière très, très concrète. Aujourd'hui, il y a 39 Carnot, c'est bien ça ? Absolument, il y a 39 instituts Carnot qui, effectivement, ont une mission. La mission, c'est la recherche contractuelle bilatérale. C'est-à-dire la capacité à la recherche publique à avoir un impact sur l'économie, la société, à travers ces projets de collaboration directe avec les entreprises. Dans tous les domaines, 39 instituts, en fait, on couvre à peu près toutes les thématiques, je dirais, industrielles, sociétales, de la santé à l'agri-agro, du numérique, du semi-conducteur, etc. Donc, parce qu'on parle souvent de mettre l'excellence française en matière de R&D en avant. Là, c'est la mettre au service des entreprises. Mais qu'est-ce qu'on appelle l'excellence aujourd'hui ? En fait, l'excellence, c'est d'être en capacité de faire de la recherche qui permet de générer des innovations qui doivent se retrouver le plus rapidement possible sur le marché au service de l'économie et de la société. Effectivement, on peut tout à fait générer du savoir dans le cadre de la recherche avec des publications. Ça fait partie un peu de la mission de la recherche. Nous, en tout cas, dans le réseau des Carnot et des instituts Carnot, qui sont, comme vous l'avez dit, 39 instituts, en fait, notre rôle et notre objectif, c'est effectivement de faire cette recherche appliquée parce qu'elle a une finalité. Et on est là pour soutenir le développement des entreprises. Et ça veut dire concrètement, vous avez des offres technologiques que vous mettez à disposition des projets privés. Qu'est-ce que vous proposez ? En fait, vous mettez à disposition des talents ? Non, en fait, on met à disposition finalement ce qu'on appelle des briques technologiques, de l'IA, de la robotique, des technologies autour de la santé. Et les industriels, en fait, viennent nous voir parce qu'on a déjà germé finalement cette recherche et on projette finalement ces briques technologiques sur des produits, sur des services et on contractualise dans un rapport partenarial dans lequel on peut, et ça arrive très souvent, former des équipes communes pour mener cette technologie de son TRL très bas, c'est-à-dire vraiment les premières, je dirais, pousses de cette technologie jusqu'au produit qu'on va retrouver évidemment chez des grands groupes comme ST Microélectronique, comme Technip, comme Total, voilà, finalement, toutes les entreprises. Et alors, il n'y a pas que les grands groupes, puisque 48% de nos contrats, il y en a 10 000, entre 10 et 11 000 contrats par an, ça fait à peu près une signature toutes les 10 minutes dans notre réseau, et en fait 48% sont des PME. D'accord. Mais donc ça veut dire qu'en termes de budget, vous fonctionnez avec les fonds du CEA, avec... Alors, on a en fait tous les... Vous créez du chiffre d'affaires aussi. Absolument. Avec les opérations que vous menez avec les entreprises privées, pardon. Absolument. En fait, le réseau Carnot, c'est le premier réseau de la recherche partenariale en France. En fait, il occupe à peu près 60% de ce que les entreprises financent à la recherche publique. Elles financent en moyenne 1,1 million par an. Et nous, aujourd'hui, on fait à peu près 600 millions de chiffre d'affaires. Ce 600 millions de chiffre d'affaires, il faut le rapporter à l'origine des Carnot. En 2006, on faisait 186. Vous voyez à peu près la progression, pratiquement x3. Et est-ce que vous avez parlé de 1 million pour les entreprises et de 600 millions 1 milliard. Ah, 1 milliard. 1 milliard 100, pardon. C'est 1 milliard 100 par an que les entreprises financent à la recherche publique. D'accord. Et sur dans ce 1 milliard, il y a 600 millions sur le réseau Carnot. Voilà, ça fait à peu près 60%. Alors, vous êtes arrivé à la présidence de ces Carnot assez récemment quand même. Moi, je voulais vous interroger sur les priorités que vous êtes fixées. Et est-ce qu'il n'y a pas une petite bascule, un changement d'orientation, là, au vu de la nouvelle géopolitique ? Alors, de cet appel justement à des technologies plus souveraines, à une maîtrise sur l'intelligence artificielle ? Absolument. Et en fait, ça ne date pas effectivement des événements de ces dernières semaines, puisque évidemment le Covid, premièrement, a été la première alerte finalement sur cette notion de souveraineté technologique, puisqu'on s'est aperçu qu'on était largement dépendant vis-à-vis d'un certain nombre de pays sur ces technologies pour des produits
plutôt simples, mais aussi des produits de haute technologie. Et cette dimension de souveraineté technologique a été portée par des instituts comme les Carnot, puisqu'ils sont vraiment en front avec cette économie et ces entreprises. Et aujourd'hui, encore plus, avec évidemment je dirais, avant on parlait de la bipolarisation sino-américaine. Aujourd'hui, on ne sait plus réellement quels sont les amis, quels sont les ennemis. Donc il faut être extrêmement vigilant sur cette capacité à ce que la France, l'Europe, soit totalement indépendante vis-à-vis d'un certain nombre de technologies, parce qu'elles sont nécessaires pour, évidemment, développer des produits sur notre territoire et notre capacité à exporter. Vous connaissez un peu les règles des extraterritoriales américaines. Aujourd'hui, si vous avez une technologie imbriquée dans votre produit et qu'elle est américaine, demain, et ce produit-là serait interdit d'exportation dans tel ou tel pays. Nous voulons aujourd'hui doter les entreprises avec des briques technologiques européennes pour que justement être indépendants vis-à-vis de ça. Et ça change les orientations aujourd'hui, les choix que vous faites sur les projets, par exemple? Absolument. Je vous donne juste un exemple. Dans le domaine de l'IA, et notamment l'IA embarquée, depuis longtemps, les industriels utilisent des outils américains pour faire en sorte que l'IA qui est développée dans le cloud soit intégrée dans des produits, soit des produits de santé ou d'autres produits IoT. Aujourd'hui, on développe une plateforme française et européenne qui permettra aux entreprises françaises et européennes de disposer d'un outil qui leur permet justement d'aller vers cette IA embarquée en toute indépendance. Et donc ça a bien changé évidemment les orientations. Et ça, c'est un choix qui a été soutenu par l'État. C'est-à-dire, même s'ils utilisent des IA ou des grands modèles de langage étrangers, ils passeront ensuite par une plateforme? Alors, en fait, il y a ces modèles-là, mais aussi il y a les modèles propriétaires qui sont aujourd'hui développés par des acteurs européens, Mistral, il y a plein d'entreprises qui le font. Nous-mêmes, on le fait. Mais au-delà, évidemment, du modèle, si vous utilisez aujourd'hui un outil américain pour faire ce transfert vers l'embarqué, vous allez quelque part mettre le germe d'une technologie qui n'est pas la vôtre, qui peut vous freiner dans votre développement. Et aujourd'hui, on offre cette plateforme qui s'appelle Deep Green. C'est un grand projet européen, européen et français, puisqu'il est soutenu par France 2030, 25 millions d'euros, avec énormément de partenaires industriels, des secteurs de l'aéronautique, de la défense, de l'industrie. Et comment vous allez les chercher, ces entreprises, pour leur dire justement, nous, on a ce type d'initiative, on existe, on peut faire des choses ensemble? Voilà, c'est un travail de tous les jours. C'est votre travail, en fait. Absolument. Et puis, le travail d'un certain nombre de nos collègues qui sont formés pour ça. Ça s'appelle des business developers, des commerciaux, si vous voulez, dans un terme. Pourquoi vous êtes convaincu que c'est important aujourd'hui, ce partenariat public-privé? Je pense que la recherche, elle a plusieurs qualités, je dirais originales, la création de savoir. Enfin, je pense que la science, le progrès a toujours été une valeur importante pour les sociétés. Mais on a souffert depuis très longtemps sur le fait que cette création de valeur restait dans un domaine qui est un domaine scientifique, académique, alors que derrière, on peut absolument projeter des choses qui peuvent servir la société, l'entreprise. Et donc, ce transfert de technologie ne peut se faire qu'avec ce lien-là, public-privé. Oui. Il est extrêmement important. Et les freins sont des deux côtés? Absolument. Je dirais les entreprises aussi hésitent à venir voir les laboratoires de recherche publics? Absolument, et notamment en France, je le regrette, je le dis depuis un certain nombre de mois et d'années. Je pense que le constat aussi partagé par le ministère de la Recherche sur le fait que dans l'investissement en France de la R&D, nous pesons à peu près autour de 2,2% du PIB français, alors que ça fait à peu près 10-15 ans que toute l'Europe a un objectif évidemment d'atteindre le 3%. Et dans cet écart-là, en fait, ce sont les entreprises françaises qui sont un peu en recul par rapport à leurs homologues européens. Et donc il faut un effort. Seulement 2% des budgets R&D aujourd'hui des entreprises françaises vont vers des laboratoires publics, c'est ça? Non, en fait, vous prenez le PIB français
dans le PIB français, la recherche et développement ne pèse que de 2,2%. Ah, dans l'absolu. D'accord. Donc ça, c'est déjà un effort de recherche et développement sur lequel il faut travailler. Exactement, pour atteindre les 3%. Et pour atteindre les 3%, il faudrait que les entreprises investissent dans la R&D chez elles déjà, et aussi, évidemment, à travers la collaboration avec les laboratoires académiques. Alors, si on regarde plus précisément sur cette collaboration, en France, on se situe comment par rapport aux voisins ? On est en recul, évidemment. On est à peu près 7e dans les pays de l'OCDE, donc on a vraiment des efforts à faire. Alors ça tient évidemment à une culture évidemment d'aversion au risque, puisque aujourd'hui la R&D est quand même vue comme un centre de coût avant tout. Et ça, il faut un changement de paradigme pour que la R&D dans les entreprises ne soit pas touchée au moindre soubresaut économique. Et donc, il faut vraiment être volontariste, comme le font typiquement les Américains. Les Américains, en moyenne, les grandes entreprises, les AWS, les Meta, ils sont entre 14 et 30% de leur chiffre d'affaires chaque année dans la R&D. On est très loin. C'est sûr, mais les tensions économiques, politiques, voilà, c'est compliqué. Quel est votre regard aujourd'hui sur la politique industrielle de la France ? Est-ce qu'il vous semble qu'on a pris la mesure des enjeux et qu'on fait les bons choix sur les bonnes technos ? Oui, je dirais qu'effectivement, on a fait un effort considérable à partir de la crise du Covid, où on a pris vraiment conscience effectivement des faiblesses des économies françaises et européennes. Avec un exemple qui est marquant, qu'il faut souligner, effectivement, le plan France 2030, 54 milliards d'euros d'investissement dans des clés technologiques qui sont aujourd'hui communément partagées de par le monde comme étant stratégiques, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, le numérique, le quantique, et il y a un investissement qui est important. Et derrière, on a vu pour la première fois un mouvement des entreprises vers cette innovation de façon extrêmement forte. Et on ne peut que vraiment se féliciter de cet élan. Mais il y a encore à faire, puisqu'on vient de le voir, il y a effectivement l'investissement de la R&D. Et puis de l'autre côté, je dirais la recherche publique aussi a besoin de faire des efforts pour être vraiment au diapason des temporalités de l'économie et des entreprises. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, il faut investir dans l'IA, basta. Oui, mais après, il faut... c'est pas un peu un piège, ça ? Ouais, c'est pas un piège. Il faut, d'un côté, se dire c'est une technologie clé, transformante, incontournable, dans laquelle il faut absolument être en compétition et se donner les moyens. C'est vraiment quelque chose d'assez important et je pense que personne ne dira le contraire. Par contre, on subit des effets de mode, évidemment. Tout le monde fait de l'IA aujourd'hui, depuis quelques années. Il n'y a pas que l'IA. Il y a des technologies autour du quantique. La cybersécurité, il n'y a pas d'IA sans cybersécurité. Enfin, voilà. Et puis, il y a d'autres technologies autour de l'énergie, le climat, la transition climatique, l'environnement. Donc, il y a bien d'autres technologies dans lesquelles il faut investir. Et je dirais un mot sur cette vision, c'est qu'il faut faire des choix, parce qu'on ne pourra pas être bon partout. Il ne faut pas trop se disperser. Absolument, parce qu'il faut focaliser les moyens. On n'a pas des moyens extensibles, donc à un moment donné, il faut du courage politique pour tracer une vision stratégique qui soit claire, pour dire l'Europe, la France doit être excellente dans tel ou tel domaine et se donner les moyens, parce que saupoudrer en général, on perd de l'argent et on n'avance pas. Quel domaine alors ? Je l'ai dit, l'IA... Cybersécurité, l'IA, l'informatique quantique, l'énergie, vous voyez bien Ça fait déjà beaucoup, hein ? Ça fait beaucoup, mais si vous regardez aujourd'hui où vont les financements publics et privés, ils vont à peu près partout. C'est beaucoup plus dispersé que ça. Voilà, absolument. Il y a évidemment, après, on peut le comprendre, mais je pense qu'il y a aussi lieu de faire une stratégie à 4-5 technologies clés dans lesquelles on doit être leader mondial. Un choix politique, mais c'est aussi un message que vous passez aux entreprises, ça ? Les entreprises, en fait, leur stratégie, elle est définie par plein d'autres choses. Évidemment, il n'y a pas que la technologie. La technologie aujourd'hui est clé dans leur transformation, dans leur innovation. Mais elles aussi, en fait, elles doivent aussi choisir les marchés. Vous parlez de la situation politique, je pense que ça va entraîner un certain nombre de choix, de territoires, d'expansion, de développement à l'international bien précis. Et donc, il faut combiner quelque part les stratégies nationales, européennes sur ces clés
technologique pour pouvoir, derrière, avoir une stratégie économique, industrielle, qui puisse bénéficier de cet élan de financement. Tout se tient. Merci beaucoup d'être venu dans Smart Tech. Je rappelle que vous êtes à la tête des instituts Carnot, directeur aussi du CEA List. Alexandre Bournou était notre grand invité aujourd'hui. Merci.